Du coup, bienvenue sur ce quatrième point sur les étiologies des AVC en imagerie. Alors, le code couleur n'aura pas changé, les sources documentaires sont le Collège des enseignants d'imagerie et le Collège des enseignants de neurologie, tandis que les différentes ressources iconographiques proviennent du site Radiopédia Imayo, c'est quelques-uns de la littérature scientifique, mais ce sera précisé sur les diapositives. Alors si on parle d'abord des AVC ischémiques, en précisant qu'on ne parlera pas des coagulopathies ou des causes métaboliques, les principales causes d'AVC ischémiques sont d'abord des macroangiopathies, donc des anomalies des gros vaisseaux, et en premier lieu l'athérosclérose. L'athérosclérose, elle peut être responsable d'occlusion artérielle cérébrale par différents mécanismes. Le premier est relativement rare, c'est la thrombose sur plaque. Si vous avez différentes séquences TOF et les séquences diffusion correspondantes, normalement à l'ECN, on ne vous demandera jamais, parce que c'est très difficile même en imagerie d'évoquer précisément le mécanisme qui s'est produit pour être responsable de l'occlusion. Donc là, on vous parle juste de physiopathologie. Donc par exemple, vous pouvez imaginer que vous aviez une plaque d'athérome sur l'artère sylvienne droite et que celle-ci a provoqué une thrombose sur plaque instable avec du coup une occlusion d'aval de toute l'artère sylvienne correspondante. Vous avez un mécanisme qui est plus fréquent, et c'est celui qui est en cause dans la majorité des AVC, qui est l'embole sur plaque d'athérome, par exemple sur la crosse aortique, ou la bifurcation carotidienne, avec l'émission du coup d'un embole vers la distalité des artères du polygone de Willis. Vous avez un mécanisme plus rare qui est le mécanisme hémodynamique, dans lequel vous auriez une plaque qui serait responsable d'une sténose significative des vaisseaux d'aval, d'amont, avec du coup une diminution du flux dans les artères d'aval correspondantes. Et puis vous avez enfin l'atteinte athéromateuse diffuse des artères, qui elle est assez fréquente, où vous avez du coup une mauvaise compliance du polygone de Willis et de ses branches distales, et qui peuvent être finalement responsables de plusieurs événements vasculaires. Alors le principal mécanisme, je vous l'ai dit, du coup, c'est les emboles d'artères vers une artère cérébrale. Ce mécanisme-là, il est visible en particulier au niveau du cou sur les plaques carotidiennes. C'est la raison pour laquelle on doit faire, lors du passage en USI-NV des patients, une imagerie, et même 2 imageries des carotides. Lorsqu'on obtient une imagerie en coupe d'une carotide, on va calculer le rapport de diamètre entre le plus petit diamètre possible en regard de la plaque d'athérome et le diamètre d'aval qu'on va considérer comme la normalité de diamètre de la carotide. Et ce score, c'est le score NA7. Vous devez retenir pour le CN et pour votre pratique future que l'indication formelle d'endartériectomie, c'est-à-dire le fait de retirer la plaque d'athérome en retirant la couche histologique qui la supporte, est posée dans la situation où vous avez un AVC avec une sténose carotidienne homolatérale à l'AVC qui soit supérieure à 70% mais qui reste inférieure à 99%, ce qui veut dire en fait que si jamais vous avez une occlusion totale de la carotide, il n'y a pas de bénéfice à aller revasculariser. Dans les autres mécanismes macro-angiopathiques d'AVC ischémique, vous avez la dissection carotidienne. Alors comment ça se présente une dissection carotidienne ? Classiquement, vous allez faire vos différentes séquences d'AVC ischémique, et sur la séquence TOF, vous allez remarquer d'abord qu'il vous manque un vaisseau. Ici, il vous manque la carotide droite. Et puis, si c'est un petit peu plus subtil, mais vous pouvez voir parfois qu'il y a une diminution du flux. Les artères sont un petit peu moins bien visibles à droite qu'à gauche. Et ça doit vous amener à faire réaliser dans le même temps que l'alerte thrombolyse une imagerie des vaisseaux du cou. Alors classiquement, quand on est en IRM, cette imagerie du cou, ça va être une séquence T1 FAT-SAT sur le cou. Pourquoi un T1 FAT-SAT ? Parce que les caillots dans la paroi des artères seront visibles sous forme d'un hypersignal T1. Il faut que ce soit FAT-SAT parce que si vous vous rappelez des cours sur la technique, la graisse apparaît spontanément en hypersignal T1. Donc vous faites un FAT-SAT pour supprimer le signal de la graisse, et dans cette situation, vous allez être capable de voir ici par exemple un hématome en hypersignal T1. Alors, je précise une chose, cette image que j'ai récupérée, je crois, de votre collège des enseignants de neurologie n'est pas une image T1 FAT-SAT, parce que vous voyez bien la graisse ici, hop, dans les structures graisseuses de la face. Ça, c'est une autre image qui, cette fois, était un FAT-SAT. Vous voyez bien que la graisse a disparu, elle est en gris, voire en noir, en hyposignal.
Et ces deux images-là, juste pour vous expliquer que la sémiologie de l'hématome de la dissection, c'est toujours un croissant autour d'une lumière plus ou moins bien visible, mais qu'il faut vous méfier. Dans les dissections artérielles, ça peut être multiple, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez vu une dissection sur la carotide gauche que vous n'en aurez pas, droite, que vous n'en aurez pas sur la carotide droite, et inversement. Donc regardez bien toutes vos artères, ça peut être multiple. Ici, vous avez une image d'artériographie de la carotide, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble cet arrêt en flamèche, c'est-à-dire que là, vous avez les branches carotidiennes externes, ici vous avez la naissance de la carotide interne, et vous voyez qu'en aval du bulbe carotidien, vous avez cet arrêt sinueux et de plus en plus fin de la lumière circulante qui en fait est comprimée par l'hématome qu'on voit en image de soustraction dans la carotide. Ensuite, ça c'est pas tout à fait au programme, mais j'ai remarqué que le collège des neurologues vous en parlait, le SVCR et les vascularites. Alors le SVCR c'est quoi? C'est le syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible. En fait, ça associe une céphalée qui a priori est en coup de tonnerre et des sténoses des artères intracrâniennes proximales, que vous voyez par exemple ici en séquence de flux. Ces sténoses, elles ont la particularité d'être spontanément régressives à l'arrêt de l'exposition aux facteurs qui a causé le SVCR. Alors, le SVCR est causé par plein d'étiologies différentes, en particulier les drogues, le postpartum, certains médicaments vasoconstricteurs nasaux. Et donc, ce qui vous pose le diagnostic, c'est qu'il faut qu'il y ait une normalisation de l'imagerie des vaisseaux à 3 mois après éviction du facteur déclenchant. Et à côté du SVCR, vous avez les vascularites des vaisseaux de moyen calibre cérébraux. C'est exactement la même image que le SVCR, avec du coup des sténoses qui sont plutôt proximales sur les artères du polygone de Willis. Mais ces sténoses ne sont pas réversibles à 3 mois, et parfois on peut mettre en évidence en imagerie une prise de contraste de la paroi artérielle à ces sténoses, qui est plutôt visible dans le contexte de vascularite, beaucoup moins visible dans le contexte de SVCR, mais ça je pense que c'est vraiment du domaine de la spécialité. On continue, on a les lacunes. Les lacunes, on en a déjà parlé, c'est une pathologie en lien avec l'hypertension artérielle qui est histologiquement différente de l'atéro, mais qui atteint du coup des vaisseaux qui sont distaux, de petit calibre sur les artères cérébrales et qui sont donc responsables d'occlusion d'artérioles avec du coup un AVC de petite taille qui donneront des tableaux cliniques variables, généralement asymptomatiques, mais qui peuvent le devenir si jamais vous avez atteinte d'une structure noble ou l'association de plusieurs lacunes. Enfin, vous avez les cardiopathies emboligènes qui sont également pourvoyeuses de nombreuses causes d'AVC ischémique. Ces cardiopathies emboligènes, si vous regardez ici, c'est un cas, on va dire, caricatural, vous avez l'association de différents territoire vasculaire. Là on a du postérieur gauche, là on a du moyen droit, là on a de l'antérieur droit, et donc ce sont des AVC qui sont souvent multiterritoriaux et qui ont une atteinte, on va dire, typiquement cortico-sous-corticale, parce qu'il faut imaginer que les emboles qui sont émis vont aller se planter dans les vaisseaux terminaux des artères cérébrales, donc a priori à la toute distalité de l'artère cérébrale antérieure, de l'artère sylvienne, de l'artère postérieure, mais vous voyez que ça ne marche pas tout le temps, parce que vous pouvez très bien avoir une atteinte profonde et une cause emboligène. Vous avez ensuite les AVC hémorragiques. Alors on ne va pas parler des causes rares d'AVC hémorragiques, les coagulopathies ne seront pas abordées, l'endocardite infectieuse qui donne des tableaux de micro-AVC hémorragiques sous-cortico, on n'en parlera pas non plus, les vascularites non plus, et l'encéphalite herpétique qui donne des tableaux de nécrose hémorragique des cornes temporales ne sera pas abordé, on en parlera plutôt dans le chapitre sur les infections intracrâniennes. Alors d'abord on va parler des deux principaux tableaux qu'on va vous demander de différencier dans les AVC hémorragiques, qui sont l'angiopathie amyloïde et l'angiopathie hypertensive. Alors il faut imaginer vos vaisseaux intracrâniens comme l'association du coup d'une branche qui naît depuis le polygone de Willis, qui émet des artères perforantes sur l'artère sylvienne directement pour vasculariser les noyaux gris centraux, et ces artères perforantes elles sont sensibles à l'artériopathie hypertensive. C'est à peu près le même mécanisme que l'hypohyalinose au niveau de ce qu'on voyait au niveau des AVC lacunaires. Donc c'est une souffrance de ces artères perforantes qui vont du coup donner des hémorragies qui se concentrent autour des noyaux gris centraux. Et puis si vous continuez vos vaisseaux, vous arrivez à des branches qui sont leptoméningées, qui émettent des branches artériolaires
vers le cortex, et ces branches artériolaires, qui sont du coup beaucoup plus distales que les artères perforantes qu'on vient d'aborder, sont atteintes dans certaines angiopathies, dont une angiopathie avec une accumulation d'alpha-bêta amyloïde, qui est l'angiopathie amyloïde cérébrale. Et dans ce tableau-là, du coup, vous allez avoir des saignements micro et macro saignements qui seront de topographie superficielle. Voilà comment vous allez différencier en fonction de la topographie ces deux étiologies. Donc si on parle d'abord de la microangiopathie hypertensive, donc c'est ce qu'on disait juste avant, vous allez avoir des saignements qui se concentrent au sein des noyaux gris centraux, des saignements profonds, et si vous regardez des séquences en susceptibilité magnétique ou en T2 étoile, vous verrez que vous avez des micro-saignements qui sont profonds. Les micro-saignements, c'est ces petits points noirs qui signent des atteintes artériolaires de petit calibre. Donc une atteinte profonde des noyaux gris centraux, des microblides qui sont plutôt profonds mais qui peuvent être superficiels, et puis pas de malformation vasculaire sous-jacente qui explique le tableau. L'angiopathie amyloïde, à l'inverse, du coup, ce sont des hématomes qui sont volontiers lobaires, superficiels, avec des microblides qui, eux, vont être exclusivement superficiels, c'est important. En effet, on a les critères de Boston qui doivent nous permettre de poser le diagnostic d'angiopathie amyloïde chez des patients qui ont plus de 55 ans, qui n'ont pas de cause autre que l'angiopathie amyloïde retrouvée, et qui associent au moins 2 lésions, parmi lesquelles des microblides superficiels, une hémorragie intraaxiale superficielle, ou des hémorragies dans les sillons superficiels, à type d'hémorragie méningée ou de sidérose corticale. La sidérose corticale, qu'est-ce que c'est ? En fait, la sidérose corticale, c'est par exemple ça, le fait qu'on voit un sillon silhouetté en hyposignal T2 étoile, ce qui en fait traduit une couche de saignement ancien qui s'est accumulée dans l'espace sous-arachnoïdien correspondant. Voilà, ça c'est l'angiopathie amyloïde, et il faut également retenir ça pour le CN, c'est important, qu'il y a une association avec la maladie d'Alzheimer, donc ça peut donner des dossiers un petit peu transversaux avec celle-ci. Ensuite, vous avez les malformations vasculaires. Alors, les malformations vasculaires, c'est une cause plus rare d'hémorragie cérébrale, mais c'est une cause d'hémorragie cérébrale chez les sujets jeunes. Il y a énormément de malformations vasculaires. Je ne crois pas qu'elles soient exactement au programme de l'ECN. Les plus connus pour vous, ce seront évidemment les anévrismes intracrâniens. Il faut savoir qu'il y a des malformations artério-veineuses qui mettent en communication des artères et des veines directement ou indirectement, qui sont à risque de saignement. Et là, ici, par exemple, je vous ai mis un exemple de cavernome qui avait saigné chez un sujet jeune. Le cavernome, c'est plusieurs cloisons kystiques qui peuvent devenir hémorragiques. C'est pas forcément une lésion qui saigne et qui est inquiétante, parce que c'est pas une lésion nécessairement à haut débit, mais quand elle saigne, elle peut être embêtante. Et vous voyez ici que vous aviez, en plus du saignement, un important effet de masse autour du cavernome. Donc toutes ces malformations vasculaires sont à rechercher plutôt sur un temps artériel, puisque c'est généralement des malformations qui mettent directement en communication, directement ou indirectement avec des vaisseaux pathologiques, une communication entre les artères et les veines, ce qui fait que sur les temps artériels, on les voit normalement bien. Puis vous avez la transformation hémorragique d'une métastase cérébrale, qui est une autre cause plus rare de saignement, mais qui est une cause crainte, où vous avez par exemple ici, si on reprend nos différentes séquences, un hypersignal diffusion avec restriction de l'ADC qui est variable, un coup oui, un coup non, qui est en hypersignal flair, avec, vous voyez ici, de l'œdème autour de la lésion en plus, là, ici. Ces lésions apparaissent en hyposignal T2 étoile, ce qui signifie qu'il y a des remaniements hémorragiques. Alors là, c'est un petit peu même plus compliqué que ça, puisqu'ici, il s'agissait de métastases de mélanome, et que le mélanome apparaît également en hyposignal T2 étoile. Ici, il y avait bien des remaniements hémorragiques. Et si vous regardez nos 2 séquences que vous adjoignez à l'exploration, qui est la séquence T1 et la séquence T1 après injection, vous voyez que vous avez des lésions qui sont hypersignal T1 central, qui vient de l'accumulation de mélanine qui est en hypersignal T1 dans ces métastases, avec autour une structure qui est plutôt hypo-T1 et qui se rehausse après injection, ce qui signe le caractère tissulaire de ces lésions. Donc les transformations hémorragiques tumorales, elles sont tellement craintes qu'elles indiquent l'exploration par une IRM cérébrale injectée à 6 semaines de toute hémorragie cérébrale spontanée pour rechercher une tumeur sous-jacente. Et pour ce qui est de l'ECN, retenez que les métastases les plus à risque de saignement cérébral sont le cancer rénal et le mélanome. Mais on va dire toutes les lésions hypervasculaires sont à risque de saignement. Je pense au choriocarcinome, au cancer rénal, du coup, bien sûr. Voilà, c'est plus à risque. Et puis toute métastase peut saigner, quel que soit le primitif envisagé.
Il nous reste plus qu'à parler de la thrombophlébite cérébrale. Alors la thrombophlébite cérébrale, d'abord il faut retenir que c'est une cause rare d'AVC, hein, c'est moins de 2% des AVC, donc ça court pas les rues, et c'est un tableau qui est volontiers polymorphe, que ce soit sur la clinique ou sur l'imagerie, ce qui rend le diagnostic un petit peu difficile et du coup redouté au SAU. La thrombophlébite cérébrale, qu'est-ce que c'est? Alors, il faut d'abord savoir la suspecter. C'est principalement dans un contexte de postpartum chez la femme que ça survient, mais ça peut survenir en dehors de ce contexte-là. Ça survient en associant cliniquement généralement des céphalées qui ne sont pas tellement en coup de tonnerre, plutôt des céphalées d'installation progressive, volontiers avec une hypertension intracrânienne. Et ces céphalées, pour suspecter la thrombose veineuse cérébrale, a priori elles doivent être associées à une crise épileptique ou un déficit neurologique focal. On sait toutefois que 10% de céphalées isolées peuvent donner, 10% des thromboses veineuses cérébrales s'associent à des céphalées isolées. On ne considère pas que ce soit un critère suffisant pour la suspecter. Alors, au niveau de l'imagerie, quand est-ce que vous pouvez évoquer une thrombose veineuse cérébrale? Devant plusieurs tableaux, les principaux tableaux d'imagerie qui vous feront penser à la thrombose veineuse cérébrale, c'est l'hémorragie lobaire et les infarctus veineux. Alors l'hémorragie lobaire, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure quand on parlait par exemple d'angiopathie amyloïde. Une hémorragie lobaire chez une patiente jeune doit faire penser à une thrombose veineuse cérébrale. Et l'infarctus veineux, qu'est-ce que c'est? Ça partage certains aspects sémiologiques de l'AVC ischémique, sauf que cette fois vous allez avoir une ischémie non systématisée, une ischémie qui va associer du coup le fameux œdème cytotoxique en hypersignal diffusion avec restriction de l'ADC, et puis autour de la lésion volontiers de l'œdème vasogénique qui sera lui sans restriction du coefficient ADC avec un hypersignal T2 périphérique qui respecte le cortex, et c'est souvent des AVC qui présentent des remaniements hémorragiques, donc avec des hyposignaux T2 étoiles en leur sein. Mais il y a beaucoup d'autres présentations potentielles, des hématomes cérébraux multiples, une hémorragie méningée superficielle, l'infarctus bithalamique qui doit vous faire évoquer la thrombose veineuse cérébrale, des tableaux d'hydrocéphalie aiguë. Et il ne faudra pas vous laisser piéger dans les dossiers sur la ponction lombaire, qui sera volontiers hyperprotéinorragique, voire avec une petite formule cellulaire, et une hyperpression intratécale, qui vient en fait du tableau d'hypertension intracrânienne, qui est la conséquence de la thrombose. Et il faudra également, sur vos imageries, rechercher la cause de la thrombose veineuse cérébrale, sachant qu'elle peut être idiopathique, mais qu'elle peut également être due à une infection, notamment des infections de voisinage. Regardez les oreilles, regardez les sinus de la face, ou d'une tumeur, regardez notamment les structures méningées à côté de vos sinus veineux, et en particulier les méningiomes qui peuvent être responsables de thrombose veineuse. Alors du coup, si on regarde quelques images, en scanner tout d'abord, sur un scanner sans injection, vous allez voir une hyperdensité spontanée du sinus thrombosé de temps en temps, c'est pas du tout un signe constant, et ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est sur les temps injectés, donc là par exemple vous voyez vous aviez un hématome lobaire, vous avez une injection puisque vous voyez que vous avez un rehaussement de structure vasculaire, et vous voyez dans le sinus sagittal supérieur ici le signe du delta. Alors ce signe du delta il est pathognomonique a priori de la thrombose veineuse cérébrale. Ce signe du delta il est multifactoriel, en fait il est dû à la recanalisation de petites veines autour du sinus thrombosé pour essayer de contourner l'obstacle. Il est dû également à un épaississement de la dure-mère réactionnelle autour du sinus, parce qu'il y a plein de remaniements inflammatoires de la cascade d'hémostase autour de ce thrombus. Le seul diagnostic différentiel de la thrombose veineuse cérébrale quand vous voyez une image dans un sinus durmérien, c'est une image physiologique qu'on appelle la granulation de Pacchioni. La granulation de Pacchioni, elle est ronde, elle est de densité liquidienne, elle ne se prolonge pas et elle n'est pas responsable de thrombose, c'est juste une expansion des méninges dans un sinus veineux, mais je ne pense pas qu'on vous fasse faire la différence à l'ECN a priori sur ça. Si jamais c'est le cas, je vous donnerai des images. Enfin, vous avez les mêmes images en IRM. Alors en IRM, par quoi ça se manifeste? L'ocaillot, il peut être spontanément en hypersignal T1, en hypersignal T2, sans injection. Il peut apparaître en hyposignal sur les séquences de susceptibilité magnétique ou T2 étoile. Et puis là, par exemple, je vous ai mis l'image d'un infarctus bithalamique avec ici un hypersignal œdémateux des deux thalamus. Mais ce qui est le plus important finalement, c'est pas tellement ces signes indirects, c'est surtout de réaliser une imagerie IRM injectée qui retrouvera comme sur le scanner un signe du delta au sein d'un sinus veineux durmérien thrombosé. Enfin, ça c'est pas vraiment au programme, mais je vous en parle parce qu'il l'aborde dans le collège de neurologie. Il existe des séquences
qui sont des équivalents de TOF veineux, où vous faites une imagerie des veines sans injection de produits de contraste, mais ces séquences-là sont de qualité diagnostique discutable parce qu'elles sont très sujettes au flux sanguin, et par exemple vous pouvez avoir sur une ARM veineuse dite en contraste de phase, donc ce fameux TOF veineux, une image de pseudo-occlusion du sinus transverse gauche par flux lent qui sera rattrapée uniquement après injection. Donc vous, il faut vraiment retenir que si vous devez faire le diagnostic de thrombose veineuse cérébrale, vous devez réaliser une injection de produit de contraste. Voilà, c'est tout pour nous, j'espère avoir été clair. N'hésitez pas si vous avez des questions et passez un bon week-end.